Désolé pour ce problème technique. Nous avions prévu de faire cette visioconférence en direct le jeudi 17 décembre à 18 h. Malheureusement, nous sommes confrontés au problème de la technique et comme cette technique n'est pas fiable, nous sommes obligés de faire cette conférence en différé. Donc, vous pourrez la consulter, vous serez en train de la consulter d'ailleurs, en différé. Nous la mettrons à votre disposition. Donc, je suis Marc Moinat, enseignant syndicaliste en lycée. Sont ici présents avec moi Marie Girard, qui est enseignante en classe préparatoire, et Manon Desportes, doctorante agrégée, toutes les deux co-initiatrices de l'appel Nous voulons enseigner devant nos élèves, pas devant une caméra. Elles seront rejointes par Guillain Girard, enseignant en collège, également initiateur de cet appel. Est également présente Audrey Vinel-Martaillan, parente d'élèves, membre du collectif Nous Personnes, co-initiatrice de l'appel Pour notre jeunesse, résistons. Norbert Trichard, professeur des écoles syndicalistes, Arnaud Albared, enseignant syndicaliste en lycée, et moi-même sommes quant à nous co-initiateurs de l'appel « Nous n'acceptons pas le naufrage scolaire d'une génération entière ». Alors, nous avons décidé d'organiser ensemble cette visioconférence d'urgence aujourd'hui et de proposer à tous les groupements autour de nous d'initiatives allant dans le même sens d'y participer à égalité. Et se sont donc joints à nous aujourd'hui Pauline Guinard, qui va nous rejoindre tout à l'heure, maître de conférence, et Jérémy Der, ici présent, étudiant, co-initiateur de l'appel « L'université publique est en danger » pour la reprise immédiate des cours, ainsi qu'à distance, Julie Picard et Jean-François Duperron, enseignants-chercheurs à Bordeaux, signataires de l'appel de Bordeaux. Nous appelons l'ensemble des citoyens à se mobiliser pour la reprise des cours à l'université. Nous avons également pris contact avec les initiateurs de cet appel, lesquels ne sont pas disponibles ce soir, mais sont prêts à poursuivre les échanges avec nous. Ces initiatives, qui rassemblent des milliers de signataires d'horizons très divers, enseignants du primaire, du secondaire, de l'université, étudiants, lycéens, parents d'élèves, etc., sont apparues sans concertation à des moments très rapprochés. Les points de vue qui s'y expriment convergeaient de manière frappante, et nous avons dès le mois de juin fait en sorte de nouer des liens. Il est remarquable que plusieurs initiatives d'origine diverses posent le même problème à partir de constats communs et prennent corps de manière simultanée. La conscience de l'urgence face à la situation dramatique faite à la jeunesse et à l'aggravation de la remise en cause du droit à l'instruction a motivé notre volonté commune de se regrouper, de s'unir pour agir ensemble. Cette conférence d'alerte en est une première expression. Nos sensibilités sont différentes, mais nous nous retrouvons sur un triple constat commun. Premièrement, ce qui est en train de se passer dans les écoles n'est pas le résultat malheureux d'une épidémie. Celle-ci n'est que le prétexte utilisé par le gouvernement pour prolonger une offensive généralisée contre l'enseignement public, qui a commencé de longue date. Deuxième constat commun, cette offensive n'est pas une question qui ne regarde que les enseignants. C'est d'abord et avant tout la question du sort de la jeunesse. Troisième point commun, cette question constitue un enjeu majeur et un enjeu de civilisation. Le traitement qui est aujourd'hui fait à la jeunesse, privée de son droit à l'instruction, relève de la barbarie pure et simple. Chacun des intervenants exprimera librement son point de vue sur ces questions. Mais la visioconférence que nous vous proposons aujourd'hui ne doit pas être prise comme une fin en soi. C'est pour nous un moyen de s'adresser à tous ceux qui, à l'issue du deuxième confinement, constatent avec horreur que la situation de la jeunesse a encore empiré et qui n'acceptent pas comme une fatalité que l'on prive aujourd'hui certains des lycéens de la moitié de leurs cours ou que l'on chasse les étudiants des universités. Ce constat, ce refus, nous sommes là pour dire que nous sommes nombreux à le partager et que nous sommes prêts à nous regrouper avec tous ceux qui le partagent. Ces premiers regroupements qui sont les nôtres cherchent à se réunir dans un objectif commun, mettre fin à cette situation pour sauver la jeune génération d'un naufrage scolaire qui, chaque jour, met à mal des milliers de jeunes. Naufrage qui n'est d'ailleurs pas seulement scolaire, mais aussi intellectuel et psychologique, car c'est à la culture, à la santé mentale, à la capacité de la jeunesse à penser par soi-même que l'on s'attaque. C'est pourquoi, à l'issue de l'ensemble des interventions, Jérémy, étudiant à Nanterre, apportera une conclusion dans laquelle seront formulées des propositions pour poursuivre, élargir et renforcer le combat contre le sacrifice de la jeune génération. Et nous écoutons dans un premier temps le collectif Nous Personnes à travers Audrey Vinel-Martaillan. Bonsoir, moi je suis parent d'élèves. Notre collectif Nous Personnes s'est formé à l'issue du premier confinement. À présent, nous sortons du second confinement, on se prépare déjà au troisième, derrière à combien d'autres. Nous ne sommes pas dupes. Ce contexte sanitaire sert aujourd'hui de prétexte à la mise en place de mesures nouvelles
autoritaire et liberticide, tout particulièrement dans le domaine de l'enseignement, de la maternelle à l'université. Nous refusons le sort fait à notre jeunesse et derrière elle, la mise au pas de la société tout entière à grand renfort d'outils numériques. Car plus qu'au virus, c'est à ce qui fait notre humanité que le gouvernement semble avoir déclaré la guerre. Sur le partage de ce constat, entre inquiétude et révolte, nous avons été une poignée à nous rassembler du côté de Strasbourg, enseignants, parents d'élèves, universitaires, étudiants. Et nous avons lancé un appel le 18 juin pour notre jeunesse résistons. L'heure était grave, elle l'est encore plus aujourd'hui, et nous en appelons au sursaut des consciences et à la résistance. Ainsi commençait notre appel. Les dirigeants politiques indignes, qui depuis de nombreuses années sont à la solde des lobbies et forment notre gouvernement, utilisent la pandémie pour instaurer la mise à distance, accélérer la casse de l'école publique et provoquer la défaite de la pensée. Nous refusons de continuer à subir le confinement des cerveaux et le déluge numérique qui nous est infligé. Tel est un des constats qui nous rassemble ce soir. Le développement de l'enseignement à distance est une calamité qui vient couronner des décennies de casse systématiques de notre système scolaire. Et notre gouvernement use de la stratégie du choc pour nous l'imposer. En réalité, imposer cette école numérique est un projet de longue date. Depuis 30 ans, l'industrie numérique fait son lobbying auprès des décideurs des pays de l'OCDE et travaille inlassablement à faire de l'école un nouveau marché. Matériel, logiciel, formation, maintenance, l'enseignement à distance a tout d'un business juteux. Et aujourd'hui, nous y voilà, sous couvert de progrès, de modernisation, et à l'issue d'un confinement qui a permis d'ériger l'école numérique comme solution à tous nos maux, le grand marché des technologies de l'éducation est ouvert. Les politiques déroulent le tapis rouge aux marchands. Comme notre collectif l'a dénoncé dans une lettre ouverte signée par 25 autres collectifs, les États généraux du numérique éducatif, début novembre, en sont l'illustration parfaite. Pour les préparer, n'ont été auditionnés que des experts qui tous, au vu de leurs fonctions, ont un intérêt à prôner la numérisation massive de l'éducation nationale. Les enseignants, les parents d'élèves, les lycéens, tous ceux qui auraient pu porter l'idée que la pédagogie n'est pas une denrée virtuelle n'ont pas été conviés. L'école de demain sera numérique, comme le prône Jean-Michel Blanquer, et cela n'a pas à être remis en question. La priorité, c'est de nourrir les startups de la EdTech, pas les cerveaux de nos gamins. Jean-Michel Blanquer déclarait d'ailleurs à l'issue de ces états généraux du numérique éducatif, l'éducation nationale sera le tremplin de la EdTech. L'intérêt des enfants, messieurs, dames, on s'en fiche. Formidablement inspiré dans sa mission de numérisation intempestive de l'école, le ministère de l'Éducation nationale a d'ailleurs inventé un nouveau concept, l'enseignement hybride. Comprenez la systématisation d'une alternance entre présentiel et distanciel. L'enseignement hybride, défini cet été par une note ministérielle, c'est la pérennisation de ce qui a été mis en place pendant le confinement. Et on expérimente grandeur nature, comme dans des écoles du Val d'Oise, où l'on a déployé des kits hybrides avec caméras pour les enseignants, tablettes pour les enfants, tout ça pour la bagatelle de 27,3 millions d'euros pour 15 000 élèves. Donc de l'argent pour l'école, on arrive à en trouver quand on veut, mais manifestement pas pour engager des profs. Des enseignants devant des élèves, il faut croire que c'est devenu ringard. L'avenir, messieurs, dames, c'est le distanciel. L'entreprise PixMinds expérimente même des classes virtuelles avec un prof pour 500 élèves. Rentabilité, économie sur la masse salariale, investissement dans la technologie. Ces méthodes hybrides, j'aurais plutôt envie de dire bâtardes, ont donc vocation à être institutionnalisées, à devenir la nouvelle norme de l'école. La pédagogie des enseignants, denrée futile et accessoire. Les parents n'ont qu'à faire en sorte que leur progéniture apprenne à la maison, et tant pis si les élèves n'ont désormais plus aucun moyen de sortir des déterminismes familiaux. L'ascenseur social que pouvait représenter l'école était déjà bien mal en point. Blanquer et consorts ont tendu porter le coup fatal. Ne les laissons pas faire. Et puis, au-delà de la tyrannie numérique, ce que nous dénonçons, c'est une stratégie globale de mise à distance, à l'école comme à l'université. Sous prétexte de nous protéger d'un virus, on travaille à une casse systématique du lien social. À nos petits, on apprend que le contact est dangereux, que l'autre est une menace, que le partage est à bannir. Tels sont les postulats sur lesquels reposent les protocoles sanitaires. N'y a-t-il pas dans tout cela une forme de maltraitance extrêmement sournoise? Avec quelles conséquences à long terme? Quels adultes fabriquons-nous pour demain?
La manière dont la distanciation sociale fait loi va à l'encontre de ce qui forge la cohésion sociale. Une des missions fondamentales de l'école publique est bien d'apprendre à ceux qui seront les citoyens de demain à vivre ensemble avec leurs différences. Mais dans ce contexte, comment apprendre à faire société? Ce qu'on développe chez nos enfants, c'est la peur et la méfiance. Quant à nos jeunes adolescents et jeunes adultes, le sort qui leur est fait est absolument terrible. Ils sont culpabilisés, jugés irresponsables et au final punis d'enfermement, comme tous ces étudiants qui n'ont plus le droit d'aller en cours. Leur seule envie de vivre, de se réjouir, de s'aimer, de partager, bref, leur jeunesse même est vue comme un attentat à la santé de leurs aînés. Mais combien sont-ils à souffrir d'isolement, de solitude? Combien en sont réduits à la misère? Combien même ont déjà pensé au suicide? Jérémy, parmi nous, témoignera, j'imagine, de ce vécu. Mais comment peut-on maltraiter ainsi notre jeunesse? Pour nous, c'est une forme d'assassinat. Et avec notre jeunesse, c'est notre avenir qu'on assassine. Les attaques portées contre notre jeunesse sont intolérables parce qu'avec toutes les mesures prises par le gouvernement sur l'école et sur l'université, ce qu'on assassine, c'est véritablement la dynamique de la pensée. Face à ce massacre aussi effrayant que silencieux, je reprendrai les derniers mots de notre appel. Nous appelons à cesser de nous conformer aux injonctions contradictoires et aliénantes, à réapprendre à penser par nous-mêmes, à exercer notre libre arbitre et notre responsabilité. Nous refusons le sacrifice de notre jeunesse et nous appelons à traduire en action concrète notre colère et notre refus d'un modèle d'éducation et de pratique d'enseignement qui nous déshumanise et asservisse les consciences. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre. Il est urgent de nous mobiliser, localement et par le biais de rencontres bien réelles. Comme cette tyrannie de la mise à distance et de la destruction de tout esprit, contre cette tyrannie de la mise à distance et de la destruction de tout esprit critique, il est temps d'agir concrètement, de désobéir en nombre contre cette folie criminelle et criminelle aussi par les désastres environnementaux qu'engendre cette surconsommation institutionnalisée d'outils numériques. Nous verrons tout à l'heure ensemble quelle forme peut prendre notre résistance, car c'est bien de ça qu'il s'agit. À présent, je laisse la parole à mes collègues. Merci. Nous laissons maintenant la parole à Jérémy Der, étudiant et co-initiateur de l'appel « L'université publique est en danger » pour la reprise immédiate des cours. Merci. Donc, je suis étudiant en Master 1 d'Histoire contemporaine à l'Université de Nanterre. Enfin, étudiant, aspirant étudiant, parce que les cours en visioconférence, la BU, donc la bibliothèque universitaire et les archives fermées, les partiels à la maison, c'est pas la fac. Malgré la bonne volonté indiscutable de nos enseignants qui sont aussi inquiets que nous, ce n'est pas ça la fac. Une fac sans élèves, une fac sans étudiants, sans profs, sans cours, et que dire à ce moment-là du diplôme qui sanctionne un tel enseignement, ce n'est pas la fac. Et les étudiants sont de fait plus des étudiants. Et encore, ce constat ce jugement ne vaut que pour ceux qui restent, pour ainsi dire. Une récente dépêche du JDD nous informe qu'un étudiant sur 6 a décroché de ses études cette année. Puisqu'il est, je suppose, difficile de se représenter la gravité de ce chiffre, c'est un sixième donc sur les 2 millions d'étudiants, sur les 2 millions d'étudiants à peu près en France. Voici un exemple un peu plus concret. Cette semaine, j'ai assisté à un cours auquel, au début de l'année, une trentaine d'étudiants étaient inscrits. Et a priori, une trentaine d'étudiants sont toujours inscrits. Et y assistaient. Malgré les efforts de l'enseignante, ce nombre a chuté cours après cours au moment de la mise à distance. Au dernier cours, sur les 30 inscrits, nous étions 5 connectés. C'est vrai dans toutes les filières, dans toutes les disciplines, dans toutes les facs, et je pourrais multiplier les témoignages dans ce sens. Et les raisons sont variées, mais la cause, au fond, est la même. Le distanciel, qui est causé par la fermeture des facs, ne permet pas de se concentrer sur le long terme, déstabilise l'attention même des étudiants les plus sérieux. À ça, il faut ajouter les difficultés matérielles qui ont explosé pendant la crise, pour les étudiants, entre autres. Quand on ne sait pas comment manger, on ne se préoccupe pas d'abord d'aller en cours, malheureusement, surtout quand le cours est au mieux une conférence Zoom et au pire un PDF à télécharger, quand il y a encore un cours. Alors, oui, pour les étudiants, la situation est critique et elle ne s'annonce pas mieux, au contraire. Cette fin de semestre a été décourageante et désastreuse pour la plupart d'entre nous,
notamment du point de vue du passage des examens, quand ils ont été passés. Mais la perspective du second semestre n'est pas plus rassurante. Le gouvernement annonce récemment un retour mi-janvier. C'est plus janvier, mais mi-janvier. Mais ce retour à la fac, en plus, ne signifie même pas retour en cours, puisque seules certaines catégories d'étudiants sont concernées. Et encore, ce retour est amputé, puisqu'on comprend qu'une partie au moins des cours sera toujours dispensée en distanciel. Et cette éventuelle reprise des cours, encore sans garantie aucune, conduirait éventuellement, peut-être, on n'est pas sûr, à une reprise totale en février. Je crois qu'il n'est pas difficile de se mettre à la place des étudiants. On passe des examens dans des conditions misérables et tout le monde décroche. Et on apprend que le second semestre sera un décalque du premier. C'est difficile, dans ces cas-là, de ne pas continuer à se décourager. Et qu'on ne nous dise pas que le virus est le seul responsable de la situation. Si on peut rouvrir les boutiques, ça tombe bien au moment des achats de Noël, si on peut rouvrir les transports, si on peut maintenir ouverts les lieux de travail, alors je pense qu'on peut rouvrir les universités. Nous pensons d'ailleurs, initiataires de l'appel Sauver l'université publique, nous pensons qu'alors on peut ouvrir les facs, que ce n'est qu'une question de moyens. C'est sûr, ça demanderait des moyens. Ça demanderait, comme nous le disons dans l'appel, sûrement des dépistages massifs, des masques, des tests, du gel disponible en grande quantité. Mais beaucoup de moyens, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et y a-t-il réellement plus urgent que d'investir quelques dizaines, peut-être quelques centaines de millions dans des masques, des gels, du dépistage, dans des recrutements de professeurs, dans la réquisition de salles, si ça permet à toute une génération d'être sauvée du désastre scolaire? Apparemment, oui, il y a plus urgent pour ce gouvernement qui, depuis le début de la crise, a quand même déversé quelques milliards dans les poches des patrons, délaissant la santé et l'instruction. Et pour nous, une chose est sûre, ce décrochage organisé de l'université, organisé par le gouvernement Macron, qui n'a pas attendu la pandémie pour s'en prendre à la fac, est indigne de la soi-disant 6e puissance mondiale et est indigne de n'importe quelle nation civilisée. C'est pourquoi, partout en France, des étudiants, mais pas que, et vous voyez ici, mais des étudiants cherchent à se grouper pour résister à cette destruction organisée de l'université. À Nanterre, par exemple, nous sommes une dizaine d'étudiants à s'être groupés le 16 novembre autour de 10 revendications pour rétablir la fac, organisés en comité pour suivre la campagne autour de la pétition qui contenait ces 10 revendications. Et malgré les conditions du confinement, nous avons réuni 120 signataires et été reçus par la présidence. Ne mettant pas sur cet aspect, mais nous avons collectivement décidé, initiateurs de cette pétition particulière à Nanterre, de nous joindre à l'appel « L'université publique est en danger », de nous joindre aux initiateurs, d'abord parce que son mot d'ordre de reprise immédiate des cours contenait toutes nos revendications particulières et permettait de les transposer dans un cadre bien plus large, et ensuite parce que nous croyons que les problèmes de Nanterre sont les problèmes de toute l'université publique en France, et en ce qui nous concerne directement, celui de toute une génération d'étudiants que le gouvernement, et je vais conclure là-dessus, est en train de... je perds mon... Non, c'est moi, je ne sais pas lire. Pardon, que le gouvernement est en train de sacrifier. Génération sacrifiée, ce n'est pas moi qui dis, c'est pour l'université. Alors, en bref, ce que cet appel, voilà, je conclue là-dessus, exige, c'est des moyens pour la fac, pour le rétablissement de la fac. C'est une question d'urgence nationale, il n'y a pas de fac sans étudiants. Nous refusons de choisir entre notre éducation et notre santé. Merci Jérémy Day. À présent, nous entendons Marie Girard, qui est co-initiatrice avec moi aussi de la tribune « Nous voulons enseigner devant nos élèves et pas devant une caméra ». Merci Manon. Bonjour à tous. Nous avons beaucoup hésité tout d'abord avant d'adopter cette méthode de visioconférence pour exprimer notre point de vue, tant la chose est contradictoire avec ce que nous dénoncions. Pourtant, il est indispensable que nous puissions nous retrouver pour échanger. En effet, il nous paraît que ce qui est en train de se passer est très grave. Mais nous n'avions le choix qu'entre cette méthode et l'illégalité pure et simple. C'est aussi parce qu'en dépit de l'impossibilité que nous avons à nous réunir et de l'état d'urgence qui se poursuit indéfiniment, un certain nombre de mesures continuent à être entérinées dans l'indifférence générale. Enfin, c'est parce que je voudrais exprimer mon étonnement face à une cascade de décisions, ou plutôt de non-décisions, qui nous sont tombées dessus depuis le mois de mars. Bref, en tant que professeur de classe préparatoire, je voudrais partager quelques expériences et surtout alerter sur les conséquences de ce qui se passe depuis près de 10 mois. Nous sommes donc partis en confinement à la mi-mars,
Confinement qui s'est prolongé 2 mois. En quelques heures, élèves et professeurs se sont retrouvés miraculeusement connectés, chantant les mérites du mieux que rien. Nous nous sommes retrouvés à débiter un cours devant un écran, dans le vide. Une espèce de parodie de cours magistral. À cet instant, nous ne pouvions que prendre conscience que l'intelligence ne peut tourner à vide et qu'elle a besoin d'incarnation. Nous, professeurs, sans la réaction physique de nos élèves, nous sommes totalement désemparés. À l'heure où l'on parle en permanence de communication non verbale, comment peut-on imaginer que la rencontre de 2 intelligences se fasse d'abord par le truchement d'un écran d'ordinateur portable? À la mi-mai, il nous restait 1 mois et demi de cours. La vie a lentement repris son cours. Les élèves de collège et de lycée ont vaguement repris le chemin des cours. Premier étonnement, les étudiants de classe préparatoire sont restés chez eux et nous avons continué cette mascarade de cours à distance. L'argument donné était « le rythme a été pris, ça ne marche pas si mal que ça, etc. » Il faut tout de même avoir une bien pâle idée de ce que doit être un cours pour imaginer que tous ces artefacts puissent remplacer un cours réel. L'année s'est terminée de cette manière. Pour ma part, j'ai revu mes élèves dans un bar à la fin du mois de juin, interdit que nous étions du lycée. Comment avons-nous pu négliger à ce point la formation d'étudiants censés entrer dans une grande école l'année suivante, puis endosser le rôle de cadre à peine 4 ans plus tard? On était en train de mettre en péril le court terme, et cela dans un silence assourdissant des syndicats représentatifs, tout occupés à réclamer toujours plus de mesures sanitaires, rendant cauchemardesque le retour en classe. Deuxième étonnement. Il était alors de bon ton de se congratuler et de se vanter mutuellement sur le travail effectué durant ce temps de confinement. Tout cela brillamment orchestré par Michel Blanquer, occupé à distribuer des badges aux professeurs méritants. Certes, le travail effectué par les collègues fut colossal, mais nous ne pouvons pas laisser dire qu'il fut satisfaisant. Inutile de commander des études exorbitantes pour savoir que le niveau des élèves a été sérieusement atteint. S'agirait-il donc de pérenniser une matière d'enseigner désormais libérée de la présence réelle? Que signifiait donc ce déni de réalité? Jusque-là, on pouvait imaginer qu'il s'agissait de redonner le moral aux troupes. Soit. Troisième étonnement. Après avoir réuni des comités divers et variés, mobilisé toute une armada administrative, et après nous avoir marronné pendant plusieurs semaines, l'Éducation nationale nous apprend que les concours d'entrée aux grandes écoles, que ce soit les écoles normales supérieures, les mini-ponts, les écoles vétérinaires, et même les concours d'agrégation et du CAPES, sont amputés sans pourférir de leurs oraux. Il faut tout de même remonter à la Seconde Guerre mondiale pour qu'une telle mesure ait été prise. En quoi l'organisation des oraux posait-il un risque sanitaire quelconque? 4 membres du jury, un candidat, 1 ou 2 personnes du public, dans une salle de classe dans laquelle on s'entasse depuis à 30 ou 40 élèves, sans risque, nous dit-on. Là encore, personne ne s'en est ému, silence radio des syndicats et des médias. Bouquet final, nous apprenons au mois de juillet la tenue d'un Grenelle de l'éducation où l'on devait mettre en valeur les pratiques innovantes entreprises durant les derniers mois. Ce que l'on pressentait était donc vrai. La crise ne serait qu'un prétexte, un accélérateur, une aubaine, pour arriver à des fins politiques sérieusement discutables. Ce qui devait être un pis-aller allait donc devenir le nouvel horizon indépassable du progrès. Ces états généraux ont eu lieu. Nous y apprenons qu'il faut développer des dispositifs, des services de téléenseignement et de soutien à distance gratuits pour les élèves et conforter la place du CNED, je cite. Je ne parle pas des compétences numériques des élèves, des certifications PIX, alors que nous ferions mieux de nous inquiéter que nos élèves comprennent un énoncé et sachent combien fait 55 divisé par 5. À la rentrée du mois de septembre, nous avons retrouvé des élèves heureux de rentrer en classe. Cela faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas suivi de cours. Le baccalauréat n'avait pas été révisé. Au bout d'1 semaine, ils étaient épuisés, peinant devant la moindre difficulté. Il fallut beaucoup de temps et de patience pour que nous adoptions enfin un rythme convenable. À vrai dire, j'ai été un peu rassurée de voir à l'annonce de reconfinement partiel du lycée au mois de novembre un mouvement de panique parmi les élèves et les professeurs de classe préparatoire. Manifestement, contrairement à ce qui avait été dit, les 3 mois de confinement avaient été un traumatisme. Nous nous sommes presque tous accordés pour que nous continuions en présentiel total, et cela dans presque toutes les classes préparatoires de France. Face à cette panique, nous n'avons, je le reconnais, subi aucune pression d'aucune sorte de notre hiérarchie. Je sais que l'on essaie de nous montrer contre les étudiants des universités. Je suis pourtant de tout cœur avec ces étudiants à qui il faut reconnaître un infini mérite, et je suis prête à les soutenir de toutes mes forces pour qu'ils retrouvent le chemin de l'université. Il ne faut surtout pas que nous tombions dans le piège de la division que l'on essaie de nous tendre. Plus que jamais, nous devons rester unis pour que le monde qui vient ne soit pas le même en pire. Merci, Marie.
nous accueillons Pauline Guimard et nous donnons la parole à Marc Nicolas. Donc, rebonsoir, j'interviens au titre de co-initiateur de l'appel contre le naufrage scolaire. Alors, que fut l'année 2020 pour les élèves de collège et de lycée? Lors de la première vague du Covid-19, les écoles ont été fermées du jour au lendemain pour près de 2 mois. 2 mois de véritables cours qui ont soudainement disparu pour laisser place à ces solutions de fortune que sont les cours à distance. Solutions de fortune de toute évidence pour les enseignants, pour les élèves, pour les parents d'élèves, qui ont pu mesurer à quel point enseigner n'a rien à voir avec un monologue, qu'apprendre n'a rien à voir avec l'écoute plus ou moins attentive d'une parole impersonnelle délivrant des informations. Non, enseigner, apprendre, ce sont là des rapports humains, personnels, qui nécessitent de se connaître et de dialoguer. Solution de fortune pour tout le monde donc, sauf pour le gouvernement, qui de longue date avait nourri l'intention d'introduire toujours davantage de numérique à l'école. Il saisit alors l'occasion du confinement pour expérimenter ce qu'il avait pour objectif de pérenniser, le téléenseignement. Alors que tout le monde s'effrayait chaque jour davantage du désastre scolaire vers lequel on s'acheminait, dès le 5 avril, 3 semaines après le début du premier confinement, Blanquer annonce la tenue de futurs états généraux du numérique éducatif. À l'issue de ces 2 mois, il est évident que la plupart des élèves ont été privés de l'essentiel de ce qu'ils auraient dû apprendre à l'école durant cette période. Le besoin impérieux de la jeunesse est clair. Il faut d'urgence organiser un plan de rattrapage permettant de rendre aux élèves ce qui leur a été enlevé. Il faut d'urgence recruter des enseignants, mobiliser toutes les ressources sociales utiles à cet objectif primordial, assurer le droit à l'instruction qui est dû à la jeunesse. Quelle fut la réponse de Macron devant la nécessité d'un recrutement urgent d'enseignants? Citation. C'est le genre de création d'emplois qui vont aggraver le déficit et qui ne servent pas à redresser le pays. Au lieu de recruter des personnels en plus, le gouvernement maintient les suppressions de postes prévues avant l'épidémie. Suppression toujours plus importante d'année en année. Il licencie même des milliers d'enseignants contractuels, souvent reconnus comme tout à fait compétents par la hiérarchie, au motif qu'il n'y aurait pas de besoin. Pas de besoin? Les lycéens n'ont pas eu de vrai cours de mi-mars jusqu'à la fin de l'année, mais il n'y a pas de besoin. L'épidémie continue de sévir, il faudrait donc des enseignants en plus pour diminuer les effectifs dans les classes, mais il n'y aurait pas de besoin. Il faudrait des infirmiers, des personnels d'entretien pour assurer la désinfection des locaux, des assistants pédagogiques, etc. Mais rien de tout cela ne correspond à de réels besoins selon le gouvernement. Même s'il n'y avait pas eu d'épidémie et de confinement, les personnels auraient été en nombre insuffisant. Les enseignants absents, même plusieurs semaines, ne sont pas remplacés, alors que des enseignants contractuels licenciés se battent pour avoir un poste. Tels furent donc les ingrédients d'une rentrée 2020 désastreuse et de la préparation d'une nouvelle catastrophe pour l'année scolaire en cours. On le voit, redresser le pays pour Macron, cela est tout à fait compatible avec le naufrage scolaire de la jeune génération. On le voit, ce naufrage n'est qu'accentué par l'épidémie, mais il n'est rien d'autre que le résultat d'une politique consciente. La deuxième vague, que tout le monde voyait venir, monte dès la fin du mois de septembre. Un couvre-feu est mis en place à partir du 17 octobre. Le mercredi 28 octobre, Macron annonce la mise en place d'un deuxième confinement. L'épidémie repart de manière incontrôlée. Il va y avoir des milliers de morts, nous dit-on. Qu'en est-il des écoles? Alors que tout le pays est soumis à des mesures draconiennes, tout continue comme avant. Il faudra respecter les distances de sécurité si possible. Sinon, tant pis. Même l'aération des salles est souvent compromise puisque les fenêtres de nombreuses salles de cours sont condamnées. Face à l'urgence, face à la situation catastrophique et à l'indifférence complète du gouvernement, face à la crainte que les établissements scolaires soient à nouveau fermés sous peu, beaucoup d'enseignants réclament une solution qui n'en est pas une, puisqu'elle ne fera qu'aggraver le naufrage scolaire de la jeunesse, à savoir diviser les effectifs des classes par 2 à moyens constants, donc en privant les élèves de la moitié des cours auxquels ils ont droit. Au cas par cas, lycée par lycée, collège par collège, il sera décidé de mettre en place cette mesure catastrophique. Désormais, depuis début novembre, un élève d'un lycée n'a plus le même nombre d'heures de cours qu'un élève d'un autre lycée. Tant qu'existait un bac national avec les mêmes épreuves pour tous et donnant le même droit à tous d'accéder à la filière universitaire de son choix, une telle mesure aurait été impensable. Ce bac imposait que tous les élèves suivent le même programme et l'État était tenu de fournir à chacun les moyens de préparer ce diplôme. Désormais, depuis les réformes Blanquer du bac et du lycée et depuis Parcoursup, les cours, leur quantité, leur contenu sont adaptables localement, car les épreuves sont adaptables localement pour un bac qui n'a de valeur que locale. On le voit, l'épidémie n'a fait qu'accélérer un processus en marche depuis longtemps.
la déréglementation et la territorialisation de l'école, la casse de l'instruction publique, l'abandon d'une jeunesse à qui toute protection est retirée contre les inégalités. Pour répondre aux besoins d'une jeunesse que l'on veut aujourd'hui sacrifier, il n'y a pas d'autre solution que de recruter d'urgence des enseignants par centaines, par milliers. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre des locaux à disposition. C'est à cette seule condition que l'on pourra organiser le rattrapage des mois de cours perdus. C'est à cette seule condition que l'on pourra à la fois instruire la jeunesse et assurer sa sécurité sanitaire. Mais on le voit, ce naufrage vient de plus loin. Y faire barrage réclame d'en finir avec toutes les contre-réformes qui ont cassé l'école publique. Y faire barrage signifie abroger les réformes Blanquer du bac et du lycée, et Parcoursup. Y faire barrage réclame le retour à un bac avec des épreuves nationales, terminales, anonymes, ouvrant à tout bachelier l'accès à la filière universitaire de son choix. Il en va du sort de la jeunesse, il en va de l'avenir de notre société. Merci Marc. Nous accueillons Guillaume Girard, qui peut s'asseoir là-bas. Et nous allons écouter maintenant en visioconférence, en double visio, Julie Picard et Jean-François Duperron qui sont à Bordeaux et qui sont co-initiateurs, signataires de l'appel. De Bordeaux, nous appelons l'ensemble des citoyens à se mobiliser pour la reprise des cours à l'université. Je vous laisse la parole. Merci, je vais commencer. Alors, c'était juste pour rappeler qu'on n'était pas initiateur, mais qu'on avait signé effectivement l'appel de Bordeaux et d'autres appels plus nationaux aussi. Donc, moi, je vais compléter un peu ce qui a été dit, juste du point de vue des INSPE. Donc, je suis enseignante-chercheur à l'INSPE de Bordeaux. Nous formons des étudiants en Master 1 et Master 2 au concours de l'enseignement, au concours de l'encadrement éducatif également. Et voilà, c'est juste pour donner un aperçu des absurdités aussi qui transparaissent à travers ces enseignements en distanciel, puisque nous formons essentiellement à des pratiques. Les étudiants qui sont en face de nous sont censés pouvoir observer, pouvoir pratiquer, pouvoir gérer des groupes, apprendre à gérer des groupes, apprendre à placer leur voix. Donc, c'est quelques exemples pour dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en distanciel n'a plus beaucoup de sens pour ces formations-là. Lors du premier confinement, donc les enseignants stagiaires qui avaient passé leur concours ont été privés de leur classe, de leurs élèves. Donc, ils ont été titularisés un petit peu comme ils ont pu. Ils se sont débrouillés comme ils ont pu pour garder le contact avec leurs élèves et avec les parents et avec leur équipe éducative. Ça a été assez compliqué. Lors du deuxième confinement, donc aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir continuer à enseigner donc, devant leur classe, leurs élèves de primaire, du collège ou de lycée. Mais à côté de ça, ils sont censés continuer à suivre des formations à l'INSPE à mi-temps. Et donc, encore une fois, beaucoup de cours, de TD, de travaux dirigés, d'ateliers professionnalisants et d'expérimentation, de manipulation. Vous imaginez bien qu'il s'agisse de l'EPS, des langues, des arts ou des autres sciences, c'est assez compliqué de mener tout un tas de formations en ce sens. Ils sont censés aussi être justement formés à des outils numériques, mais théoriquement dans des salles informatiques et avec un accompagnement de proximité. Là, c'est vrai qu'on est tous un petit peu formés sur le tas. Donc, je signalais qu'on avait eu pour ce qui est de Bordeaux, en tout cas, un mail, je crois, lundi ou mardi, de la direction de l'INSPE qui, soi-disant, nous avançait l'idée qu'on allait pouvoir reprendre les cours à mi-jauge, à 50%, donc à partir du 18 janvier. Finalement, on a reçu un autre message aujourd'hui du rectorat pour nous annoncer que c'était pas le cas et qu'au moins jusqu'à fin janvier, on allait rester comme ça. Donc ça aussi, ça pose question pour le démarrage d'un deuxième semestre et une motivation qui est en berne chez les étudiants comme chez les enseignants. Juste une parenthèse pour reparler des concours qui ont eu lieu à la fin de l'année 2020.
en juin-juillet 2020. Effectivement, les concours se sont déroulés sans oraux. Et là aussi, on a été dans une incompréhension complète de ce déroulement, puisqu'un enseignant, quel qu'il soit, quelle que soit la discipline, ne peut pas être évalué que par les écrits. Donc, c'est vrai qu'on a... malheureusement, on essaye d'accompagner ceux qui ont passé les écrits et qui les ont obtenus cette année comme on peut, mais ça n'est pas toujours évident de tout bien jauger rien que par des copies écrites. Et juste pour continuer, pour témoigner en tout cas de ce qui se passe au quotidien, mais je pense que dans les universités en général, c'est à peu près la même chose. On leur demande beaucoup de choses, en fait, comme on a l'impression, ces étudiants, de moins les accompagner. On leur demande beaucoup plus de travail à la maison, de rendus plus réguliers. Et donc, ils ont parfois des visios qui durent 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi ou l'inverse. Et c'est vrai qu'ils sont saturés, ils sont fatigués. Et pour juste un exemple aussi, l'an dernier, beaucoup de M1 ont abandonné la préparation au concours pendant le premier confinement. Donc là, on les a revus s'inscrire cette année, mais avec voilà, des hauts et des bas dans le moral, forcément. Et juste pour peut-être terminer aussi et laisser la parole à Jean-François, je ne sais pas de combien de temps j'ai parlé, mais en fait, on est en ce moment aussi dans une réforme des concours, de l'enseignement, une réforme des INSPE, justement, où on doit procéder à la constitution de nouvelles maquettes et une nouvelle offre de formation. En tout cas, à Bordeaux, c'est très, très compliqué. L'ambiance est tendue. On a du mal à dialoguer, on a du mal à échanger et on a l'impression que de toute façon, des décisions nous arrivent par le haut et nous sont imposées. Et donc, on est obligé là de proposer demain, en fait, vraiment demain, le vendredi 18, une première mouture de maquette pratiquement finalisée. Et on n'est toujours pas d'accord, on n'a pas eu le temps de tous bien échanger. Et selon certains collègues qui sont là depuis plus longtemps que moi, ils ont rarement vu une mise en place aussi militaire. Je cite un collègue qui a parlé hier. Donc voilà, c'était juste pour donner le point de vue des INSPE, qui est quand même une institution charnière justement entre les universités, le secondaire, le primaire, et qui, j'ai l'impression, ne peut pas avancer dans le bon sens à cause de ce confinement. Voilà, je te laisse la parole, Jean-François. Oui, merci Julie. Bonsoir à toutes et tous. Alors, pas plus que Julie, je n'ai été initiateur de l'appel de Bordeaux, mais j'en ai été signataire et je connais bien les collègues qui l'ont rédigé. Moi, là, j'interviens en tant qu'enseignant-chercheur, militant syndical à la CGT. Alors, mais je suis également militant associatif dans l'économie sociale et solidaire. Et depuis le premier confinement, déjà, on voit apparaître une montée en puissance des demandes de RSA, de revenus de solidarité active. On reçoit des CV de jeunes d'étudiants en grande situation difficile. Alors, pour comprendre ce qui est en train de se passer, déjà au niveau de l'université, ce que nous vivons là est plutôt du pain béni, on va dire, pour les génies qui nous gouvernent depuis quelques années. Ça n'a pas commencé avec Macron, cette affaire-là. D'abord, c'est l'étranglement budgétaire de l'enseignement supérieur et de la recherche. Si les étudiants sont aujourd'hui si maltraités par le système, c'est pour différentes raisons, mais déjà parce que de toute façon, il nous manque quelques dizaines de milliers de postes pour répondre aux besoins du service public. Donc l'enseignement à distance dégrade encore plus des conditions d'enseignement et de travail, mais qui ne sont pas satisfaisantes en général quand la situation sanitaire est un peu plus normale. Depuis 2008, le nombre d'enseignants par étudiant a diminué de 15% à l'université. Il faut savoir aussi que, selon les chiffres officiels du ministère, parmi les personnels de l'université, il y a 37% de personnels non titulaires qui vont, qui viennent et qui sont contractuels, vacataires, chargés de ceci et autres. C'est-à-dire que l'université, comme l'hôpital public, ont été étranglés budgétairement.
uniquement pour des raisons idéologiques qui sont présentées comme des raisons budgétaires, mais qui sont des raisons idéologiques. C'est l'alignement de l'État, l'alignement des services publics sur les contraintes du marché et sur le dogme de ce que certains appelleront le néolibéralisme, qu'on peut appeler tout simplement le capitalisme dans sa phase de début du XXIe siècle. Donc, sans recrutement de personnel, la situation des étudiants ne peut pas s'arranger. L'argent est là, vous le savez bien, crédit impôt recherche, CICE, plan de relance, prêts garantis par l'État, ce sont des milliards d'euros qu'on pourrait mettre très rapidement au service des besoins de la population et aux besoins d'études et au service du droit à l'éducation. Mais ce n'est pas ce choix-là qui est fait, puisque le gouvernement utilise la crise pandémique pour aggraver encore l'état de l'université en la transformant en une plateforme de cours à distance. C'est le rêve absolu de ceux qui nous gouvernent. Des universités sans étudiants, sans vie sociale des étudiants, sans vie syndicale, sans vie politique, sans vie culturelle, et uniquement du tri social via des diplômes que coûte il faudra valider. Donc l'enseignement à distance, c'est un succès d'année d'enseignement en mode dégradé, hein, ça a été dit tout à l'heure. Dès que possible, nous, c'est pour ça que j'ai signé cet appel, il faut revendiquer le retour des étudiants sur les campus, mais pas à n'importe quel prix, bien sûr, avec du dédoublement de cours si nécessaire, des campagnes de tests, de la mise à disposition de matériel de protection et des recrutements massifs, surtout. Je voulais signaler aussi qu'à midi, j'ai entendu malencontreusement la ministre Vidal parler sur France Inter et indiquer que partout dans les universités, des ordinateurs étaient mis à disposition des étudiants pour solutionner leurs problèmes. Moi, j'ai des étudiants qui travaillent avec leur téléphone, par exemple. Donc, ce que dit Vidal est faux, puisque je connais plusieurs cas sur lesquels moi-même je suis intervenu auprès des directions adéquates pour obtenir le prêt d'ordinateur, mais ça n'est pas prévu. C'est que paradoxalement, on veut qu'ils se mettent tous au numérique pour rester à distance, mais il est hors de question de faire du social, par contre, hein. Donc, tout ce qu'on dit aux étudiants, c'est qu'ils sont confinés à 150 km de l'université parfois, c'est de venir dans une salle où ils seront mélangés avec d'autres, et là, ils pourront avoir accès à un ordinateur. Bon, pour conclure, si vous voulez, et pour replacer tout ça dans un mouvement général, ça a été dit par 2 ou 3 des camarades qui sont intervenus précédemment. Ce que nous vivons là, c'est un autoritarisme très, très fort. Ce que certains de nos collègues, comme Christian Laval ou Pierre Dardot, appellent une sortie de la démocratie. Non pas que nous allons passer dans un régime de style fasciste ou autre, mais simplement par un refus obstiné d'entendre les contre-pouvoirs, d'entendre la voix des personnels des universités, d'entendre la voix des étudiants. Coûte que coûte, il faut faire marcher les réformes, il faut faire marcher les dogmes qui gouvernent la société. Je voudrais rappeler que la loi de programmation de la recherche a été refusée à l'unanimité dans un premier temps par le Conseil économique, social et environnemental. Ça n'empêche pas le ministère de continuer à nous l'appliquer. Donc, je souscris tout à fait, c'est ma dernière phrase, à tout appel à la solidarité du monde du travail, à la solidarité avec les étudiants et évidemment à une révolte constructive dans la situation qui nous est imposée et qui ne pourra pas durer très longtemps, à mon avis. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à nos chers collègues de Bordeaux. Et nous retournons à l'écoute du collectif Nous Personnes en écoutant à nouveau Audrey. Alors, la question après tout ça, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on peut envisager comme action pour résister à tout ce qu'on vient de dénoncer. Alors, on l'a dit, hein, faire cette conférence par visio ce soir, ce n'est qu'un point de départ. Ça ne nous satisfait pas forcément de vous avoir donné ce rendez-vous à distance, encore une fois, puisque ce distanciel, vous l'avez bien compris, nous révolte. Mais il nous semblait fondamental de faire quelque chose pour nous fédérer, pour tenter de créer une dynamique. Pour nous personnes, le collectif que je représente, résister tient en un mot, désobéir. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande, disait Einstein. Alors oui, il est temps de désobéir aux injonctions ineptes. Et ça commence par le refus des rendez-vous en visio, je sais, de tous ces rendez-vous à distance qu'on veut nous imposer, alors qu'on peut faire autrement. Nous n'avions pas vraiment le choix ce soir.
Mais si on n'a pas la possibilité de voir ces élèves, on peut leur fournir du contenu pour les nourrir sans leur imposer ces fichues classes virtuelles. Boycottons par exemple les conseils de classe ou d'établissement à distance, qui ne sont en aucun cas des lieux d'échange. Refusons la tablette que l'école offre à nos enfants, boycottons les réunions parents-profs à distance. Exigeons des livres, oui, des livres, plutôt que des manuels numériques, des supports de travail tangibles et pas dématérialisés, surtout pour les plus jeunes. Les choses ineptes auxquelles nous devons refuser de nous plier, celles qui dématérialisent notre humanité, elles ne manquent pas. Mais désobéir seul, c'est être le mouton noir ou l'anti-système, l'anti-progrès, la lampe à huile peut-être. Et celui qui désobéit seul aura bien du mal à faire réfléchir les autres, à faire apparaître au grand jour l'ineptie des consignes. Il encourt juste l'opprobre et la sanction. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur de s'y exposer, mais quel sens ça a après? Le but n'est pas seulement de refuser, le but c'est de lutter, d'obliger à faire autrement. Parce que oui, c'est encore possible de faire autrement, même si on voudrait nous faire croire le contraire. Et pour lutter, il ne faut pas être seul dans son coin. C'est pour ça qu'on est là. Il faut du nombre, il faut agir en groupe. La résistance, elle ne se fait pas sur Internet. Regroupons-nous en vrai, là où nous sommes, et soyons suffisamment nombreux localement pour que cela ait de l'effet, de la portée. Aussi parce que ça donne de la force, mais surtout parce que c'est comme ça que ça prendra sens. Créons des comités locaux, rassemblons autour de nous des personnes qui partagent notre révolte et qui ont envie d'agir contre cette casse de l'école, contre cette numérisation intempestive qui nous met à distance les uns des autres pour au final mieux nous museler. Dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos universités, dans nos quartiers, nos villes et nos villages, rassemblons d'autres enseignants, d'autres parents, d'autres étudiants, d'autres lycéens et ensemble, marquons notre refus de cette tyrannie numérique par des actions de désobéissance. Disons non. N'acceptons pas ce rouleau compresseur de l'école numérique comme une fatalité, parce qu'il finira sinon par tous nous écraser, les profs avec les élèves. Il finira par briser tous les liens qui font qu'on est capable de faire société. Oui, il est temps de désobéir, il est grand temps d'avoir ce courage pour ne pas laisser toute une génération être sacrifiée sur l'autel des profits, et avec elle, notre avenir à tous. Soyons nombreux, soyons de plus en plus nombreux à désobéir. Cet appel à la désobéissance n'est pas forcément partagé par tous mes collègues des autres collectifs ici présents, mais pour mon collectif, nous personnes, la solution ne peut passer que par là. La résistance passe d'abord par la désobéissance, et je finirai comme j'ai commencé avec les mots toujours d'Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui le font mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et là-dessus, je crois que nous sommes tous d'accord. Alors levons-nous, rencontrons-nous et surtout, agissons. Merci beaucoup, Audrey Vinel-Martaillan. À présent, nous entendrons Pauline Guinard, qui est maître de conférence et qui est, avec Jérémy, co-initiatrice de l'appel « L'université publique est en danger » pour la reprise immédiate des cours. Merci. En effet, je suis enseignante-chercheuse, j'ai trop fait de visio aujourd'hui, en géographie à l'École normale supérieure de Paris et je fais partie des premiers signataires de l'appel « Défendre l'université publique » pour une reprise des cours immédiates qu'on avait lancé dès fin octobre, début novembre. Cet engagement pourrait paraître surprenant étant donné que l'ENS est une grande école qui, de fait, dispose de conditions d'enseignement plutôt favorables, y compris à distance. Dès la mi-mars, au premier confinement, nous avons en effet bénéficié, enseignants comme étudiants, d'accès à des plateformes pour faire des cours à distance. Nos effectifs sont relativement réduits, nos étudiants sont relativement bien équipés en matériel informatique. Et pourtant, la situation que j'observe en tant qu'enseignante est une situation de détresse de nombreux de nos étudiants. Certains souffrent d'isolement social, en particulier les étudiants étrangers arrivés en septembre à Paris et aujourd'hui qui se retrouvent dans une chambre de 9 mètres carrés à l'internat, sans famille ni amis à proximité. Certains rencontrent des difficultés financières, Jean-François l'a dit, pour subvenir à leurs besoins et ont été contraints, quand ils le peuvent, de retourner vivre chez leurs parents. Beaucoup, la plupart, sont en souffrance physique et psychique. Ils peinent à suivre la totalité des enseignements qui leur sont proposés à distance et à fournir le travail demandé. Pourquoi ? Parce qu'ils éprouvent des difficultés à se concentrer face à un écran, parce qu'ils souffrent de maux de tête, parce qu'ils éprouvent du stress ou de la peur face à l'échec potentiel. Je vais ne prendre qu'un exemple symptomatique des étudiants que j'ai en face de moi à l'heure actuelle, les agrégatifs. Eux aussi, les agrégatifs, ce sont ceux qui préparent les concours pour devenir enseignants dans le secondaire. À l'heure actuelle, ils ont en moyenne 25 à 30 heures de cours en visio par semaine.
et un concours qui aura bien lieu, quoi qu'il arrive, selon le ministère, les 4, 5, 6 et 7 mars, c'est-à-dire demain pour eux. Et donc, ce concours, ils doivent le préparer à distance, alors, et là je rejoins ce qu'a dit Julie tout à l'heure, alors ils sont censés se préparer au métier d'enseignant, c'est-à-dire à transmettre en face de gens qui sont censés être précisément en face d'eux. À ces étudiants, il manque non seulement le contact direct avec les enseignants, mais aussi avec leurs camarades. L'université est en effet un lieu de sociabilité, un lieu d'apprentissage collectif. Or, cette dimension collective est mise à mal par l'impossibilité de faire cours en présentiel, c'est-à-dire de faire cours. Ce qui est d'autant plus dommageable, encore une fois, par des étudiants qui se destinent précisément eux-mêmes à enseigner. Et tous les éléments de pratique qu'évoquait Julie, on ne peut pas les transmettre derrière un écran. Tous ces facteurs sont donc la preuve, s'il en fallait encore, que l'enseignement à distance n'est non seulement pas satisfaisant, mais qu'il est dommageable pour la santé physique et mentale des étudiants. L'idée donc que nous devrions choisir entre instruction d'un côté et santé de l'autre est une alternative fallacieuse. En maintenant les étudiants hors des universités, à distance des enseignants et de leurs camarades, leur état de santé se dégrade de fait. Or, cette situation n'est pas inéluctable. Pour dépasser cet apparent problème insoluble, il nous suffirait, mes camarades l'ont dit, de plus de moyens, de plus de locaux, de plus d'enseignants. Et comme le disait Jean-François, il s'agit bien d'un choix aujourd'hui qui est fait et non d'une fatalité. Pourquoi besoin de tout cela? Pour faciliter et pour permettre et garantir l'accueil de toutes et de tous les étudiants sur les campus dans le respect des consignes sanitaires. La situation est d'autant plus alarmante qu'elle est aggravée aujourd'hui à la fois par les choix à court terme faits par le gouvernement, on l'évoquait, le fait que les cours ne sont censés reprendre que début février, ou peut-être début janvier, mais là encore des incertitudes règnent. Mais aussi, cette situation elle est aggravée par des choix qui sont faits à plus long terme. La loi de programmation de la programmation de la recherche, qu'évoquait Jean-François, va en effet encore baisser le nombre d'enseignants permanents et de moyens pérennes. Et cette pérennisation, elle est aussi une pérennisation de l'enseignement numérique. Dans la presse, il y a quelques semaines, on célébrait en grande pompe l'ouverture d'un campus connecté à Châteaubriand qui permettra de pérenniser des formations entièrement à distance. À ce titre, le numérique est bien un outil supplémentaire, il n'est pas le seul coupable, de cette destruction de l'enseignement public, en ce qu'il permet en effet de baisser les coûts financiers et humains des enseignants au prix de la qualité et de l'équité de l'accès à l'enseignement. Alors pourquoi réduire les coûts? C'est simple, pour faire un TD, d'habitude, vous avez besoin d'une salle. Alors, au départ, moi, quand j'ai commencé à enseigner, il y avait 30 étudiants dans un TD, j'étais à l'Université de Nanterre à l'époque. Maintenant, pour un TD, ils peuvent être 50, 60, et encore, c'est limité par la taille des salles. Maintenant, plus de problème avec le numérique. Ils peuvent être 100, 200, peu importe. Sauf que l'idée des travaux dirigés, c'est précisément de permettre un échange, et comment on le fait quand on est à 100, 150 connectés, et que souvent, on n'a pas forcément les connexions pour permettre même d'allumer l'écran. Donc, problème de locaux résolu via le numérique, et puis question aussi de coût humain réduit, parce qu'une fois qu'on a enregistré un cours, on peut le rediffuser, pas besoin de repayer l'enseignant pour le faire. Tout cela contribue de fait à exclure les étudiants. Un rapport parlementaire, j'insiste, parlementaire, récent évoquait qu'1 étudiant sur 6 avait déjà arrêté ses études depuis le début de la crise sanitaire. C'est donc pour toutes ces raisons que nous devrons effectivement nous mobiliser, agir ensemble, pour défendre un enseignement public dans le secondaire et dans le supérieur, qui soit accessible à toutes et à tous et qui garantisse l'attribution de diplômes nationaux sanctionnant l'acquisition de connaissances. Merci. Merci beaucoup. À présent, nous entendons Guillaume Girard, co-initiateur de la tribune. Nous voulons enseigner devant nos élèves et non pas devant une caméra. Le numérique éducatif ou l'école du numérique prépare aujourd'hui la société du tout numérique de demain. Pire, l'école d'aujourd'hui accompagne le mariage de l'État policier avec le capitalisme numérique. Si l'école du numérique prend pour certains d'entre nous l'apparence d'un sinistre naufrage, il nous faut comprendre quelle est la matrice d'un capitalisme qui poursuit une évolution inexorable. Le capitalisme 2.0 des GAFAM n'aura pas besoin de travailleurs qualifiés, rigoureux et intelligents, fiers de leur savoir-faire et de leur outil de production. Le capitalisme de demain, encore davantage que le capitalisme du MEDEF devenu obsolète et folklorique, pour survivre et prospérer, aura besoin d'individus muets en consommateurs capricieux, assoiffés du tout de suite. À ses marges, le capitalisme numérique aura besoin de prestataires de services efficaces,
chargée de réaliser des tâches répétitives destinées à régler les derniers ajustements d'une structure économique numérique dont l'appareil de production est de plus en plus indépendante de toute interaction humaine. L'école du numérique mise en place aujourd'hui prépare les enfants à être, dans leur immense majorité, des consommateurs urbains sans travail, nourris aux plateformes de distribution transnationales. Les QCM préparent quelques-uns d'entre eux à être d'efficaces prestataires de services dénués de tout savoir-faire. Si les auto-évaluations les familiarisent à la signature de leur future auto-attestation de sortie, les évaluations qui consistent à se noter les uns les autres pour évaluer leur capacité à respecter le vivre ensemble les préparent à cette société dans laquelle l'État n'aura plus besoin de police pour être policier. Et enfin, les systèmes de mauvais points et de bons points habillés en jeux Pokémon, dont beaucoup d'enseignants de collège font usage pour acheter la tranquillité des enfants, préparent les adultes captivés par le jeu de la consommation à capitaliser leurs points fidélité et leurs codes promo sur les plateformes Internet. J'ai pu le constater à la faveur du premier confinement du printemps dernier, le numérique a engendré et exagéré les inégalités. Ce confinement fut, au collège en tout cas, une véritable bérésina éducative dont on ne cesse de subir aujourd'hui et dont on subira longtemps les conséquences. Bon nombre d'élèves ne disposaient ni des outils informatiques nécessaires, ni de l'espace suffisant pour s'arrimer à l'école à distance. Pendant que certains élèves gardaient contact avec leurs professeurs parce que leur cadre de vie le leur permettait, d'autres, en revanche, par découragement, par manque de soutien familial et parce qu'ils ne disposaient d'aucun moyen suffisant, ont perdu tout contact avec le travail scolaire pendant près de 3 mois. Ce retard, quand se surajoute au premier confinement un demi-confinement qui transforme l'école en lieu de contrainte technocratique, devient critique et court le risque de devenir irrémédiable. Il crée un climat de tension, des sentiments d'injustice, du découragement lourd apporté pour les enseignants comme pour les élèves. Oui, l'école à distance est un prétexte pour imposer un modèle éducatif qui fonde aujourd'hui le modèle économique, politique et anthropologique de demain. Ce modèle que nous dénonçons de toutes nos forces était en germe bien avant la crise sanitaire que nous subissons. La crise sanitaire en est le prétexte. Il est le véhicule d'un modèle anthropologique dont le numérique est la colonne vertébrale. Au total, la région Île-de-France a financé depuis début 2019 340 000 équipements numériques à destination des élèves et professeurs franciliens. Un outil, quand son usage devient général, donc incontournable et par voie de conséquence obligatoire, n'est plus un outil, mais une extension nécessaire du corps humain. On me rétorquera que le politique ne vient là que traduire politiquement une réalité que nous partageons tous. L'immense majorité d'entre nous dispose en effet d'un outil numérique connecté. Mais précisément, je m'inquiète de ce que l'usage du numérique, certes généralisé, mais jusque naguère limité aux usages privés, tout contraignant soit-il, devienne le cadre obligatoire pour la dispense de services publics d'intérêt général. Notons tout d'abord que les pouvoirs publics se trouvent dans la situation de clients captifs de sociétés privées en position de monopole, ce qui ne laisse pas de nous interroger quant à la maîtrise de notre souveraineté et de nos libertés. D'un point de vue moins politique et plus strictement cognitif, voire anthropologique, il devient admis que le modèle étalon de l'apprentissage est annexé sur le modèle Wikipédia. Pour nos élèves, désormais, en raison de l'usage général du numérique, la connaissance devient un stock de données en permanence à disposition sans que l'on ait jamais besoin de l'assimiler. La connaissance se trouve réduite à l'état de distributeur automatique qui sait malgré nous et à notre place des informations qu'il ne s'agit plus d'assimiler mais de mobiliser en temps voulu et pour un temps donné. Apprendre le corbeau et le renard devient inutile quand il s'agit de consommer des informations qui servent à valider des compétences dont la finalité n'est point l'acquisition de connaissances pour elles-mêmes mais l'acquisition d'une efficacité productiviste momentanée. Au lieu d'embaucher du personnel, les pouvoirs publics préfèrent financer les équipements numériques. Plutôt que de transmettre des connaissances qui auraient une valeur intrinsèque, celle de devenir des êtres irrémédiablement libres, ces outils numériques rendent leurs jeunes usagers non pas savants ni érudits, mais efficaces, captifs et corvéables à merci pour un marché du travail qui réduit comme peau de chagrin, contraint à une flexibilité dénuée de tout enracinement, de toute stabilité, de toute sécurité. Pire, ces outils, par l'usage permanent des plateformes collaboratives et autres ENT, habituent chacun à surveiller l'autre à tout moment. Élèves, professeurs, chefs d'établissement et parents sont en mesure de savoir à tout moment qui consulte quoi à quel moment. Un article des Échos du 23 septembre 2020 explique noir sur blanc comment, hors crise sanitaire, le numérique a vocation à s'inscrire dans la pratique habituelle de la classe. Selon Jean-Michel Blanquer, l'objectif, c'est que toute la France soit concernée par le développement numérique. Ainsi donc, dès le mois de septembre, des jeunes enseignants d'écoles pilotes du Val d'Oise et de l'Aisne ont reçu un kit d'enseignement hybride qui prend la forme d'une grosse valise à roulettes avec caméra. Ce kit doit permettre de faire classe à distance de manière interactive. En novembre dernier, en plein confinement, et sans qu'aucune réunion publique n'ait pu se tenir pour contester cette volonté du gouvernement, se sont tenus les états généraux du numérique pour l'éducation. Sans qu'aucune voix dissonante ne se soit fait entendre,
Ces états généraux ont donné un coup d'accélérateur bien pensé, mais encore peu osé, comme le rappelle une tribune publiée le 12 décembre dans Reporter, le quotidien de l'écologie. Nous nous bornerons à rappeler avec force que ce processus en cours, pensé en amont du confinement, devient aujourd'hui le terrain de manœuvre politique dont nous ne sommes pas dupes et qui remet en cause l'avenir de l'homme que nous voulons libre de tout outil qui, pour être surhumain, risque de devenir inhumain. Nous voulons rester des personnes de chair et de sang, de tripes et de sentiments, les seuls supports valables pour un apprentissage digne de la personne humaine. Merci beaucoup Guillaume Girard. À présent, nous entendons Norbert Richard, co-initiateur de l'appel « Nous n'acceptons pas le naufrage scolaire d'une génération entière ». Oui, bonjour à tous. Je suis donc Norbert Richard, je suis enseignant en SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, ce qu'on appelle plus communément les structures spécialisées. Je suis par ailleurs syndicaliste. Lorsque nous avons lancé l'appel contre le naufrage scolaire pour sauver la jeune génération au printemps dernier, nous avions conscience qu'un drame se préparait et pourtant je pense que nous ne mesurions pas l'ampleur du désastre qui s'annonce. Je voudrais vous lire un témoignage pour commencer. La mère d'une jeune étudiante de 18 ans en première année de sciences politiques à Créteil. C'est terrible car tout est en visio. Et si elle n'assiste pas à un cours ou qu'elle ne rend pas un devoir, car elle a un problème informatique par exemple, elle est quand même sanctionnée ou pire, elle a un 0. Aucun service de l'administration ne répond pour l'aider. En plus de ça, il lui a été annoncé que l'année prochaine, son site de rattrapement sera à Fontainebleau. Comment pourra-t-elle se loger? On ne sait pas. Il faudra sûrement chercher une relocation et qu'elle trouve un emploi pour se payer parce que nous n'en avons pas les moyens. Cette situation l'angoisse. En à peine 6 mois, elle a perdu 12 kilos et va être suivie par un psychologue. Loin d'être un cas isolé, ce sont des centaines, des milliers d'étudiants qui sont dans cette situation. Des milliers d'étudiants qui vont être exclus du système de l'enseignement supérieur, poursuivant l'œuvre destructrice de Parcoursup et amplifiant la situation dramatique. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai pour tous les élèves à tous les niveaux. Prenons l'exemple des CP. Classe préparatoire, classe déterminante dans la scolarité des élèves, classe où ils apprennent à écrire, où ils apprennent à lire, et qui détermine non seulement leur scolarité, mais bien évidemment toute leur capacité à s'intégrer dans la société plus tard et à devenir des citoyens à part entière. L'année dernière, pendant le confinement, pendant 2 à 3 mois, ces élèves ont été privés de tout, livrés à eux-mêmes. Et on peut entendre Blanquer qui nous dit que la continuité pédagogique qui était prête depuis très longtemps a très bien fonctionné. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été expliqué ici. Ce qui est vrai pour les étudiants est encore plus vrai pour des gamins de 6 ans en CP. Vous n'apprenez pas à lire, à écrire chez vos parents, à distance, avec un maître qui, autant que faire se peut, tente d'avoir des connexions tous les jours. Et encore faut-il que les familles de ces élèves aient des appareils, des connexions pour permettre de réceptionner tout ça. Ils ont donc perdu 2 à 3 mois dans le processus essentiel d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Cette année, la classe est rétablie. On aurait pu s'attendre légitimement à ce que ce gouvernement, à ce que le ministre décide d'un plan de rattrapage pour permettre à ces gamins de retrouver le niveau qu'ils devraient avoir. Puisque quand vous faites un petit sondage, tous, quel que soit le milieu social de leurs parents, ont bien évidemment pâti de la situation, et plus leur milieu est ouvrier, plus leur milieu est défavorisé, et plus ils en ont pâti. Ne serait-ce parce que les moyens techniques faisaient plus défaut dans ces milieux-là. Et on ne peut pas, comme l'a fait le ministre, renvoyer la responsabilité de tout ça aux familles, qui auraient dû s'occuper de leurs gamins en même temps qu'ils étaient en télétravail, s'inventer enseignants et acquérir une méthode de lecture en quelques jours, voire en quelques heures. Il est évident que, de ce point de vue-là, l'école a fait défaut. Et nous étions en droit d'attendre le fait que des fonds soient dégagés pour permettre cette année la création de petits groupes, pour que les gamins soient à la fois sanitairement protégés
et soutenu pédagogiquement pour rattraper ce retard. Il n'en a rien été. Le gouvernement, l'Assemblée nationale est capable de voter plus de 500 milliards aux entreprises et aux banques, qui les utilisent immédiatement pour licencier les parents de ces mêmes gamins d'ailleurs, mais rien pour les écoles, rien pour les enfants. C'est un drame et ce gouvernement porte une très très lourde responsabilité dans la situation et dans la situation qui vient, parce que non contents de ne pas avoir dégagé les moyens, ils aggravent la situation. Moi, dans mon département, mon syndicat a fait une petite enquête très limitée. Sur 1200 écoles, 130 écoles ont répondu. Entre le 1er septembre et le 15 décembre, 600 jours de classe n'ont pas été remplacés. Ça se traduit comment? Dans le Val-de-Marne, où la situation est similaire, à Vitry, l'école Jean Moulin, un enseignant n'est pas remplacé depuis 41 jours. À la maternelle Petit Sauceil, il n'y a pas d'enseignant depuis le 2 novembre. Et dans une autre école, une autre commune, il n'y a pas de maître depuis 5 semaines. Alors Blanquer peut faire de la mousse en disant « j'ai dégagé 6000 contractuels pour essayer de boucher les trous ». Alors d'abord, il bouche la toute petite partie du trou. Par ailleurs, ce sont des vacataires pour 3 mois qui seront remerciés en février. Eux renvoyés au chômage, les enseignants et les élèves dans les classes laissés à l'abandon parce que les problèmes de remplacement vont se poursuivre bien au-delà du mois de février. Non contents d'avoir pâti du confinement, ces gamins vont pâtir de l'absence d'un plan de rattrapage et de l'absence de remplaçants, excusez-moi, et vont s'enfoncer dans cette situation. C'est l'avenir de toute une génération qui est en train de se jouer. Et il est évident que notre initiative ce soir prend une très grande importance. Alors moi, je partage ce qui a été dit. Certes, il y a le Covid, mais certes, il y a la politique d'un gouvernement et pas de ce gouvernement. Parce que tout le monde sait que la Ve République, depuis son avènement, s'est attachée à détruire l'instruction publique, à remettre en cause la laïcité, et que ce processus se poursuit. Dans cette situation, puisque je vois qu'il me faut conclure, je voudrais donner 2 éléments. D'abord, je veux revenir sur ce qu'a évoqué Marc. La cause fondamentale, le maillon qui a sauté, c'est le bac. Bac comme diplôme national, mais bac comme premier grade universitaire, qui corsetait l'État et ses gouvernements dans l'obligation qui lui était faite de donner les moyens pour que chaque élève puisse suivre la totalité des programmes pour accéder au niveau des épreuves, être en capacité de passer les épreuves du bac. Ce verrou ayant sauté, bien sûr, le gouvernement est libéré. Les lycées ont classe à mi-temps, eh bien les élèves seront évalués sur ce qu'ils auront pu avoir. Les enfants du primaire et des maternelles n'ont pas de remplaçants quand les collègues sont absents, eh bien nous ferons avec et nous adapterons les programmes comme le demandent certains. Je crois que de ce point de vue-là, cette affaire-là est extrêmement importante. Et puis je voudrais conclure parce que je pense que notre conférence marque à l'évidence, comment vous dire, j'allais dire un tournant, mais je ne sais pas si c'est le mot juste. Parce que face à ce déferlement, que 4-5 regroupements qui, de manière totalement indépendante, ont pris des initiatives de même nature, à la fois pour sauver la jeune génération, sauver le droit à l'instruction, stopper le naufrage scolaire, est un élément extrêmement important et très porteur d'avenir et d'optimisme. Je crois que Jérémy fera des propositions, mais que cette conférence, on l'a tous dit, était un point de départ, qu'il appelle d'autres initiatives en présentiel, à mon avis. Et que de ce point de vue-là, ce que nous faisons ce soir, même si c'est petit, même si c'est avec beaucoup de problèmes techniques, c'est un élément important pour la situation qui s'ouvre. Merci Norbert Richard de nous avoir conduits à envisager tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au bac. Et à présent, c'est Jérémy Der qui est étudiant et qui va conclure notre conférence. Oui. Alors, vous avez entendu, c'est bref, s'exprimer ce soir des orateurs de plusieurs regroupements, des enseignants à plusieurs niveaux, des étudiants, des parents, qui tous, au-delà de variations légères de sensibilité, de focalisation, de méthode parfois, nous retrouvons sur le même constat. Premièrement, que la situation dans l'enseignement à tous les niveaux est désastreuse, que l'enseignement numérique, que l'enseignement à distance n'est pas l'enseignement et qu'il y a une urgence à y mettre fin.
également que le gouvernement est responsable de cette situation et que cette situation n'est pas une fatalité, qu'elle est une question de moyens. Alors, nous l'avons dit, cette conférence n'est pas une fin, mais une étape. Elle marque l'association de collectifs et de groupements qui s'accordent sur l'essentiel. L'université est en danger et avec elle toute une génération d'étudiants et de lycéens. Et nous n'y sommes pas condamnés et en associant ce soir nos initiatives jusqu'ici isolées, nous proposons, comme cela a été dit par plusieurs d'entre nous, de nous grouper autour de cette urgence, de rassembler partout et à toutes les échelles où cela est possible, des étudiants, enseignants, des lycéens, des parents et tous ceux qui sont attachés à l'université publique et d'exiger des mesures et des moyens pour stopper l'hémorragie dans l'instruction publique. Afin de contribuer à ces groupements auxquels nous invitons à constituer, nous mettrons à disposition un appel de nos différents collectifs en description de cette vidéo. Il me semble que c'est ça, on la mettra sur YouTube. Et nous proposons également à tous ceux qui le souhaitent de nous contacter à l'adresse mail qui sera sûrement aussi dans la description, stopnaufrage@mailo.com, afin de nous coordonner, de discuter et d'agir ensemble. C'est une question d'urgence nationale et beaucoup ici l'ont dit, c'est une question de civilisation. Merci Jérémy. Merci pour ce mot de la fin.